Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Couleurs d'Haïti du 30 juillet 2025. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux de l'ingérence politique dans les médias et de leur influence, de l'influence des médias occidentaux dans le narratif en Haïti. Nous allons aborder des pistes de réponse aux questions suivantes. Donc, quel est l'impact de ce narratif? Et quel est l'impact de cette ingérence politique dans les médias? Quels sont les mécanismes qui permettent à cette ingérence, de se maintenir dans le temps? Et surtout, quels sont les effets sur la population et sur la solidarité internationale aussi? Alors pour, parler de ce sujet très important, aujourd'hui j'accueille, Étienne Côté-Paluc, qui est rédacteur en chef d'Haïti Magazine, une publication du collectif haïtien Diamond Info, qui met en lumière les beautés et les enjeux négligés d'Haïti. Alors, il a développé des liens étroits avec Haïti très jeune. Il est originaire de Montréal et il est tombé amoureux de la culture créole et il a passé une bonne partie de son temps et encore aujourd'hui en Haïti depuis plus de 15 ans, où il exerce en tant que journaliste, producteur et chroniqueur, tant à l'écrit que dans les médias audiovisuels, la photographie, la radio. Et en plus, il a une spécialité dans la musique. Alors, Étienne Côté-Paluc contribue régulièrement à la presse de Montréal, à Radio-Canada et The Guardian, et en particulier sur des sujets liés à Haïti. Et depuis de nombreuses années, outre ses propres reportages, il a été responsable de la production sur le terrain en Haïti pour de nombreux tournages télévisés ou documentaires, des enquêtes écrites, des productions radio et aussi des photoreportages pour des journalistes, des réalisateurs ou des compagnies de production en visite dans le pays. Alors, bonjour Étienne et bienvenue à Couleurs d'Haïti. Je te laisse te présenter. Donc, voilà, par rapport à ce thème, de l'ingérence politique du narratif et par rapport à ton activité. Donc, c'est un thème grave et assez large aussi en même temps. Mais merci, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Oui, je pense que c'est une réflexion aussi qui se pose beaucoup dans mon travail au quotidien, puisque évidemment, je contribue surtout à des médias étrangers depuis Haïti et on produit avec Haïti Magazine une infolettre qui est dédiée, si on veut, à un public étranger qui s'intéresse à Haïti. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on se pose régulièrement dans notre salle de rédaction ici avec Haïti Magazine et DMon Info. C'est tout ça qui nous occupe et qui nous questionne. Donc, je suis bien content de pouvoir en débattre aujourd'hui ici avec toi. OK, bah, merci beaucoup et donc, j'aimerais aussi de savoir comment est-ce que tu es devenu journaliste, en Haïti? Comment est-ce que ça s'est passé cette histoire? Parce que c'est assez étonnant que, voilà, un Canadien soit aussi intéressé par, l'information en Haïti. Est-ce que tu peux nous dire un peu, comment ça t'est venu? Ah, C'est pas si étonnant que ça quand on y pense, puisque évidemment, il y a une grande communauté haïtienne à Montréal. Et ça a été ça, finalement, ma première rencontre avec la culture haïtienne quand j'étais tout petit, en fait, de ma famille qui s'est liée d'amitié avec des Haïtiens à Montréal, parmi nos amis, et qui a décidé de faire un voyage quand j'étais tout petit ici en Haïti, tout de suite après la chute de la dictature en 86, donc quand j'étais vraiment tout jeune, haut comme trois pommes. Ensuite, je suis revenu à l'adolescence et puis au début des années 2000, j'ai commencé à revenir revoir nos amis ici et à travailler pour un festival de films à Jacmel. Il y a eu trois éditions, c'était magistral. Et à l'époque, au début des années 2000, j'étais journaliste culturel, critique musicale à Montréal. Je combinais un peu mon intérêt pour la musique et la culture en général, le cinéma aussi, avec un plaisir de découvrir cette culture si riche. Année après année, je suis revenu sans vraiment
me poser de questions. Chaque année, on faisait un voyage et puis est arrivé le séisme malheureux de 2010. Et là, Radio-Canada m'a envoyé en Haïti au lendemain du séisme parce que je parlais déjà créole et que je connaissais un peu Port-au-Prince. Ils m'ont envoyé pour accompagner les équipes qu'ils envoyaient eux sur le terrain parce que justement, on n'arrivait pas à communiquer avec personne en Haïti quand ils sont partis de Montréal au lendemain du séisme. Donc, ça a été un début d'aventure qui m'a amené 15 ans plus tard, toujours dans le pays. J'en ai profité pour faire le rêve que j'avais depuis quelques années d'acheter un petit bout de terre dans la campagne haïtienne et puis de connaître et de m'installer un peu plus ici, en tout cas en partie, à tout le moins, et de vraiment m'imprégner de la culture haïtienne, toujours avec ce regard d'étranger en Haïti et d'occidental en Haïti, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on garde sur nos épaules aussi. Il faut l'accepter et toujours avoir cette réflexion-là quand on produit des reportages aussi, quand c'est possible, en tout cas, sur ceux qu'on peut avoir le contrôle, d'avoir un regard qui soit humain et humanisant, parce que souvent, un des grands problèmes avec les Haïtiens, c'est que cette perte d'humanité qu'on peut déceler dans certains discours. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que justement, ben, quels sont les aspects principaux du narratif médiatique actuel sur Haïti? Un peu comme tu dis, voilà, c'est pas toujours très valorisant, etc. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Haïti est un peu victime de sa mauvaise réputation comme étant un pays violent. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que le pays vit ce qu'on vivait toujours, ce qui est vraiment loin d'être le cas. Et c'est ça qui est très difficile en ce moment. Il y a une lassitude par rapport à Haïti qui s'exprime, alors que ce que nous, on vit ici en Haïti, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de mémoire d'homme, on n'a pas vu ici dans le pays pour une période aussi longue et aussi violente. C'est vraiment une guerre qui est en train de s'installer dans le pays et on a l'impression que pour les gens à l'étranger, c'est la même histoire qui se répète tout le temps, alors que justement, avant 2021, c'était un des pays les moins violents des Caraïbes. Il y avait le taux de meurtre par 100 000 habitants et était 2 fois moins que la République dominicaine, peut-être 4, 5 fois moins que la Jamaïque. Et là, il arrive cette crise qui vient, si on veut, conforter une a priori qu'on avait sur la violence en Haïti ou cette espèce d'incontrôle de la violence en Haïti et qui explose. Et là, tout à coup, on conforte nos a priori en se disant, ah, ben, c'est normal, presque de l'étranger, là, je parle évidemment du point de vue occidental. Souvent, on peut avoir une lassitude en se disant, OK, c'est toujours la même histoire, alors que au contraire, c'est vraiment extraordinaire pour nous ici. C'est un pays tellement paisible et on le voit. Il y a encore 7 départements sur 10 qui sont encore paisibles malgré tout, qui se sont mobilisés pour essayer d'empêcher qu'il y ait des groupes criminels qui rentrent et qui réussissent à maintenir un semblant de normalité. C'est quand même extraordinaire dans un pays où il manque de policiers. Il y a vraiment très, très peu de policiers par rapport au nombre d'habitants pour un pays comme celui-ci. Et on voit que il y a quand même des gens qui réussissent à maintenir une certaine normalité malgré tout, parce que les systèmes sociaux, les systèmes communautaires sont extrêmement forts. Donc, il y a tout ça qu'on ne comprend pas, cette complexité que j'essaie d'amener, entre autres avec le magazine, qu'on essaie d'amener sur un travail d'équipe avec le magazine et avec le collectif. Donc, c'est cette idée que Haïti est plus que juste cette violence qu'il faut rapporter et qu'il faut être capable de décrire parce qu'il ne faut pas non plus se fermer les yeux, mais en même temps, Haïti n'est pas que ça. Donc, comment exprimer cette complexité-là tout en étant réaliste par rapport à la situation sécuritaire que vit la capitale en particulier en ce moment? Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai aussi, ben, là, en fait, quand tu parlais, j'avais en tête une image de Arte qui dit Haïti, un état de guerre permanent. Et c'est un peu ce que ça illustre un peu ce que tu dis là, en fait, de voir que, ben, est-ce que c'est vraiment permanent? Depuis quand est-ce que ça a commencé, et cetera. Donc, justement, depuis quand et comment, en fait, cette ingérence politique dans les médias a-t-elle commencé? En fait, comment ça s'est mis en place? Parce que, comme tu dis, c'est cet état-ci de violence
c'est quelque chose d'extraordinaire, c'était pas là depuis très longtemps. Donc comment est-ce que Non. tout ça s'est mis en place? Le regard médiatique, en tout cas, vient je dirais, on pourrait monter jusqu'à la colonisation, c'est-à-dire que c'est comment on voit ce pays qui a été le résultat des massacres que les Occidentaux ont opérés en Amérique et des déplacements de population, des génocides et autres qui ont été opérés. C'est un peu le pays emblème de tout ça. Et il y a un malaise avec Haïti dans la communauté nationale depuis l'indépendance du pays en 1804 parce que c'était le premier pays noir, la première vraie république démocratique de l'histoire moderne de l'humanité. Bon, ça, c'est ma propre analyse, mais les deux autres républiques qui ont été créées avant Haïti, la France et les États-Unis, acceptaient encore l'esclavage dans leur constitution. Donc, en soi, pour moi, ça ne peut pas vraiment constituer comme une vraie république démocratique s'il y a des citoyens de seconde zone. Donc, pour moi, Haïti est probablement l'exemple de cette liberté totale qui est accordée aux gens qui l'ont habité. Donc, euh, c'est ce qu'on veut cacher. C'est la victoire de depuis le début, c'est la victoire de ces esclaves-là, de ces ex-esclaves qui se sont rebellés, qu'on veut cacher, qu'on veut bloquer. C'est ça aussi pour ça qu'on a imposé la dette en 1825, parce qu'on ne voulait pas que ça se répande, on ne voulait pas que le reste des Caraïbes prennent leur indépendance, on ne voulait pas que le reste de l'Afrique prenne leur indépendance. Au contraire, on était en pleine colonisation. Là-bas, plus les années ont avancé. Donc, et toutes ces indépendances-là ont finalement réussi à se faire seulement qu'au tournant du 19e, 20e siècle, donc des années 1900, et certains même à la moitié du 20e siècle. Donc, ça a porté fruit, si on veut, ce blocage-là. Et aujourd'hui, toute cette crise, on a comme résultante un regard assez paternaliste sur le pays, où justement, on pense que justement, il vaut mieux qu'ils ne savent pas s'organiser, qu'on avait peut-être un peu raison finalement, de les avoir mis ensemble et de les laisser s'organiser comme s'ils n'étaient pas des gens équivalents. Ça réconforte, si on veut, ce narratif que c'est un pays maudit. Quand à chaque fois qu'on dit ça, ça réconforte ce narratif-là qui dit que c'est intrinsèque à l'être noir de ne pas être capable de s'organiser, alors que on le sait que c'est faux. Il n'y a plus rien à prouver, évidemment, scientifiquement par rapport à tout ça, mais culturellement, ça renforce quand même cette idée-là. Donc, au fil des ans, il y a toujours eu ce regard un peu paternaliste sur Haïti, incapable de s'organiser. Il y a eu, en 1815, l'occupation américaine qui est arrivée pour les mêmes raisons, avec encore quelques troubles politiques avant. Les Américains qui avaient dit, ah, on va leur montrer comment on s'organise. Il y a eu une occupation pendant toutes ces années-là, pendant presque 25 ans. Et après ça, arrive, si on veut, la vraie démocratie qui est finalement qui est laissée pour un peu à elle-même, mais qui a toujours cette influence américaine-là, qui finit par appuyer la dictature de Duvalier parce que, ou en tout cas, pas trop crier gare parce qu'il n'était pas communiste. Donc, dans les années 60, 70, ça servait bien les Occidents. Et après ça, il y a eu cette idée de libération économique, de libéralisation économique, pardon, qui s'est imposée au niveau mondial au tournant des années 80, 90 et qui a précédé la chute de la dictature et qui a amené, si on veut, un intérêt un peu plus grand sur Haïti parce qu'il y a entre autres, en grande partie, je dirais même aussi, des boat people qui ont commencé à sortir d'Haïti parce que la crise était tellement énorme. On a ouvert toutes les frontières du pays, réduit toutes les taxes à l'importation et là, les produits subventionnés de l'étranger ont envahi le pays, détruisant de l'agriculture locale, en gros, pour résumer. Mais donc, ça a amené cette crise-là qui a fait qu'on s'intéressait un peu plus à Haïti. Jusqu'aux années 70, 60, 70, il y avait quelques reporters qui venaient, mais la majorité, c'était surtout, on s'intéressait au pays surtout pour l'exotisme, pour, pour se montrer ou la bienveillance un peu mal placée des fois. Donc, il y avait je le mentionnais dans un dernier reportage, quelqu'un qui disait qu'il y avait des photos de Vogue qui se faisait avec des mannequins dans des espèces de bois fouillés ou des sortes de pirogues et dans lesquelles
il y avait des pagayeurs torse nu, reluisants. Tu sais, vous voyez un peu le stéréotype. C'est un peu comme ça qu'on voyait Haïti. Les clichés, probablement aussi qu'on revoit en Afrique. Bon, c'est vrai, enquêter là-dessus, mais c'est des choses qui sont assez clairement, comment je pourrais dire, un regard clairement paternaliste, qui a commencé à changer avec cet intérêt pour cette ouverture du pays avec la fin de la dictature. Et là, il y a eu plus de journalistes qui sont venus et qui ont toujours posé aussi leur propre regard sur le pays, qui a toujours influencé un peu les politiques aussi, surtout de l'étranger. Et souvent, c'est-à-dire que les crises sont vraiment terribles et il faut jamais diminuer l'ampleur de chacune des crises, mais le fait d'amplifier certaines crises sert aussi les intérêts de certaines personnes à l'étranger, ou aussi en Haïti, mais là, on parle principalement de l'étranger. Quand on gonfle les chiffres après une catastrophe pour pouvoir avoir plus de subventions, ben, souvent ou autre, ça renforce aussi toujours cette image de pitié et qu'on veut accoler sur les Haïtiens, alors que c'est un peuple hyper vaillant, hyper travaillant. Et là, on essaie toujours de les mettre en position de quémander. Et c'est le regard posé par tout l'appareil ONG qui est venu par après, qui est quand même, qui a aussi eu des bons côtés, mais qui a eu qui peut aussi être très critiqué pour justement avoir posé ce regard-là où c'est pas les Haïtiens qui se reprennent en main, mais c'est d'autres qui viennent un peu faire les choses pour eux. Et ça a pu nuire aussi même à la culture haïtienne, selon certaines critiques en Haïti. Et donc, tout ce regard-là de pitié, de ça va donc bien mal, et qui est réel, il y a une crise réelle en ce moment, vient si on veut distorsionner comment on peut envisager un avenir pour Haïti, alors qu'il y a une fatigue qui s'installe sur le pays. En 2010, par exemple, le nombre de morts est toujours incertain. C'est probablement entre 80 et 350 000 morts, selon les estimations. Mais on ne sait toujours pas exactement combien il y en avait, qu'il y en a eu vraiment. Et à un moment donné, je me souviens, après le séisme, chaque jour, chaque semaine, ça ne faisait qu'augmenter, mais on ne comprenait pas trop comment les calculs se faisaient, d'où tous ces gens-là venaient. Donc, il y a une industrie de l'aide humanitaire qui s'est implantée et c'est ce regard-là aussi qui s'est imposé par rapport à ce qu'est l'étranger en Haïti, c'est-à-dire, premier regard est quand même assez modelé sur le modèle ONG par rapport aux étrangers en Haïti. Donc, c'est tout ça qui est venu se forger aujourd'hui. Et avec cette crise-là de violence, ça fait qu'encourager encore cette idée que c'est un pays qui est incapable de se gouverner, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais c'est une démocratie aussi très jeune. Je veux dire, si on regarde les débuts de la démocratie française ou les débuts de la démocratie américaine, on s'entend que ça ne s'est pas fait sans heures et qu'il y a eu, il y a combien, vous êtes à combien de constitutions en France? Il y a eu combien de révolutions ou de contre-révoltes? Donc, ça arrive dans des pays où on veut développer une démocratie et l'élection n'est pas non plus la seule. En ce moment, c'est beaucoup ça. L'élection non plus n'est pas la seule valeur démocratique qu'il faut préserver. Je pense qu'il y a des valeurs beaucoup plus larges aussi démocratiques qui sont importantes à préserver dans le pays. Donc, tout ça fait partie du débat. En ce moment, beaucoup de la communauté internationale est très focusée, très centrée sur cette idée d'élection absolument et même de référendum pour changer la Constitution alors que le contexte est très, très difficile. Donc, c'est beaucoup de questions qui sont dans les airs du temps et qui sont parfois poussées par l'international, qui essaient de comprendre ce pays, mais souvent avec seulement qu'un orteil dans le pays, sans vraiment avoir des bases solides pour comprendre les fondements des débats ou même juste comprendre l'ampleur du bagage que peut avoir un interlocuteur politique en Haïti quand on discute avec lui ou on prend un café avec lui. Mmh. Oui, bah, oui, 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 tout à fait et c'est vrai que, comment ce narratif, en fait, qui victimise le peuple haïtien, qui victimise et qui dit, ben, oui, regardez, les Haïtiens sont pas capables de changer, de se gouverner, de faire une vraie démocratie et comme tu dis, Haïti, c'est une très jeune démocratie qui a connu vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés.
et d'intervention internationale. Oui. Cette occupation américaine-là, ça a complètement écrasé une partie du pays. Et ils ont dû comme recommencer à zéro après le départ des Américains. Ça a été comme tu sais, des passages. Il y a eu bon, évidemment des gains, certains diront en infrastructure, comme on le dit souvent pour la colonisation, mais par rapport aux gens qui sont morts, à l'imposition de la loi martiale dans le pays, ça a été vraiment horrible pour une grande partie de la population. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben oui, c'est ça et c'est comme tu dis, c'est après l'occupation qu'il y a eu toute cette époque avec les boat people et cetera. La crise était vraiment très grave. Mais quand un système médiatique enferme tout un peuple dans, comment? Dans le triangle infernal de Cartman, donc avec victime, bourreau, sauveur. Donc quel est vraiment l'impact sur la population haïtienne, d'être enfermé dans ce narratif, comment est-ce que ça ne participe pas à renforcer la situation aussi? Mais oui, bon, on veut pas renforcer. Ça participe surtout comment je pourrais dire, déshumaniser et infantiliser la population haïtienne puis la culture haïtienne. C'est là où ça devient un enjeu qui est quand même assez grave. Mais en même temps, on se retrouve dans une situation où quand il y a une nouvelle qui est grave, il faut qu'on la rapporte aussi. Donc, ça dépend des clichés aussi qu'on utilise pour décrire une situation quand on est journaliste. Est-ce que je vais utiliser, par exemple, une formule souvent utilisée, c'est le pays le plus pauvre des Amériques. Ça devenu un peu un cliché à la longue. Donc, ça ne vient que renforcer cette idée de pauvreté et de déchéance du pays, alors qu'il y a des acteurs quand même dans le pays qui opèrent et qui réussissent à faire des choses qui sont magnifiques malgré la situation et que l'entraide communautaire, le travail communautaire est immense ici et qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce que la culture haïtienne peut apporter à la culture occidentale. Parce que n'oublions pas que la culture haïtienne, avant tout, c'est une culture occidentale. C'est-à-dire elle est née de l'Occident. Ces gens-là, la plupart des Haïtiens en fait, ont été déracinés et se sont recréés en Occident une nouvelle culture très influencée par la culture nord-américaine, avec ses occupations, entre autres américaines, mais aussi françaises, par, bon, évidemment, ses origines. Donc, c'est deux piliers qui ont forgé une bonne partie des structures en Haïti et qui sont vraiment centrales à comment à comment c'est au fonctionnement du pays, que ce soit en éducation, qui ressemble beaucoup au modèle français, que ce soit dans d'autres modèles plus économiques qui vont ressembler plus au modèle américain. Donc, c'est aussi un pays occidental en soi. Et je pense qu'il faut aussi le considérer comme tel, avec ses racines africaines, évidemment, mais c'est un peu la bête noire que les gens, pour pas pour prendre, en le disant, je me rends compte que c'est un peu une mauvaise expression, mais pour l'Occident, et c'est à 1 heure de Miami, donc en avion, donc c'est vraiment tout près, et il y a une grosse communauté haïtienne à Montréal, une grosse communauté haïtienne sur toute la côte est américaine, et ces gens-là font partie intrinsèque de l'histoire nord-américaine depuis des siècles. Donc, c'est ça aussi, c'est comment combattre cette déshumanisation tout en révélant les problèmes du pays. C'est tous ces enjeux-là qui nous passent par la tête quand on fait des reportages sur le pays, parce qu'on veut être juste. Quand on fait un reportage sur un hôtel qui brûle, mais on essaie peut-être de passer 1 ou 2 jours de plus pour parler à plus de gens, pour avoir plus vraiment enrichir le reportage, pour que ça soit un peu plus humain, puis qu'on voit tous les aspects comme il faut du truc. Même chose quand nous, on fait nos magazines. On s'est donné comme ligne éditoriale d'avoir des sujets positifs en une à chaque numéro. Ça ne nous empêche pas de parler de sujets sérieux plus loin dans le magazine, mais au moins, on présente aussi une autre facette du pays, alors que dans les médias, dans les agences de presse, c'est ce qu'on refuse, ce qu'on renvoie ensuite dans les journaux et autres, c'est seulement quand il y a des problèmes qu'on parle d'Haïti, parce que c'est difficile de couvrir le reste du pays et le reste des enjeux dans le pays. Oui, je comprends bien. Je comprends bien et justement, tu as pu vraiment observer, Haïti, le peuple haïtien et cetera. Tu as pu observer, voilà, pendant plus de 15 ans, et d'après toi, quel serait le narratif qui reflèterait le mieux la réalité du peuple haïtien et de la situation en Haïti?
comment est-ce que tu ferais un portrait, le plus réaliste possible, qui justement ne soit pas infantilisant et cetera et cetera? Qu'est-ce que tu dirais? Oui. C'est ambitieux, mais c'est surtout une société plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis je pense que juste en Oui, montrant oui. sa complexité, pour commencer, je dirais ça, en montrant sa complexité, déjà là, on participe à une humanisation parce qu'on voit que, il y a plusieurs facettes, que c'est pas juste cette facette de misère qui représente le pays. Et souvent, on assimile Haïti à la violence, alors que c'est surtout la grande région de Port-au-Prince et les régions limitrophes qui sont affectés. Et ça, c'est souvent un exemple aussi où on diminue, si on veut, on assimile toute la population haïtienne à ces problèmes de violence-là. Mais bon, pour le narratif, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que le pays vit quelque chose de difficile en ce moment, qui est une crise majeure, grave, qu'il y a des poches de famine qui commencent à se créer, qu'il y a des camps de déplacés, il y a plus d'1 million de personnes qui sont déplacées dans le pays. C'est vraiment terrible et si on s'intéresse pas et plus qu'un an ou deux à la situation, comme pour les hommes politiques, par exemple, qui sont de passage ou les diplomates, c'est très difficile de comprendre et de la complexité des choses parce que euh, c'est pas aussi standardisé qu'un pays occidental. Donc, c'est difficile d'avoir certaines informations de base juste pour des informations officielles du gouvernemental. Si on veut faire une enquête comme journaliste. Donc, il faut trouver d'autres manières d'arriver à ses fins. Ça demande d'autres ressources, peut-être aussi, ou même de la sécurité. Et tout ça, c'est de l'argent que les médias étrangers sont pas prêts à mettre sur Haïti ou très peu. Donc, c'est très difficile d'avoir ce genre de choses-là. Moi, par exemple, pour faire une enquête sur un sujet de corruption politique en Haïti, il faudrait que j'y réfléchisse à deux fois parce que mon nom va rester ici en Haïti. Et si j'ai pas la protection, si les moyens sont pas mis pour que l'enquête soit extrêmement sérieuse puis extrêmement bien faite sans être attaquée, je ne sais pas si ça vaut la peine de risquer ma carrière ou même certains diront sa vie dans le pays pour ce genre d'enquête-là. Si les médias sont pas prêts à mettre l'argent, je vais pas aller aller faire une entrevue avec un chef d'une bande criminelle pour pour un salaire quotidien normal, tu sais, ben, en fait, du tout, même si j'essaie de ne pas y aller quand c'est possible. Parce que justement, souvent, les médias étrangers posent tout le temps les mêmes questions et ils n'arrivent pas à coincer, si on veut, ou à montrer les contradictions des groupes criminels, autres que comment je pourrais dire, les choses évidentes. Ils se laissent berner en ne connaissant pas les quartiers où ils se font amener, en ne comprenant pas les mouvements de population qu'il y a eu. Ils se laissent berner en se faisant donner des réponses un peu toutes faites, souvent. C'est pas toujours le cas, comme je dis, je vais pas dire mettre tout le monde dans le même bateau, mais souvent, ça apporte pas beaucoup. Et est-ce que je vais risquer ma vie pour accompagner un journaliste étranger qui veut aller lui parler à un chef? Je sais pas si ça en vaut la peine. Et ma carrière aussi, peut-être aussi, entre tout ça est là-dedans. Donc, s'il y a des journalistes étrangers qui ont dû quitter le pays en catastrophe parce que ils avaient été ciblés, parce qu'après une entrevue, il y avait eu un petit scandale et qu'il y avait eu un petit truc. Donc, c'est quand même, tout ça est très, très complexe. Et se mettre les pieds dans la politique haïtienne, c'est extrêmement dangereux. Donc, comment parler de la souffrance des gens sans paraître, sans jouer dans les clichés, c'est toute la question, et sans rentrer dans ces grandes questions de corruption, de faire des grandes enquêtes. Mon rêve, ce serait de faire des grandes enquêtes, mais si on n'a pas les appuis, si je n'ai pas un salaire assuré, si j'ai pas un. Tu sais, c'est-à-dire que c'est facile de faire une grande enquête pour quelqu'un de France Télévisions qui a une boîte et qui a un job et qui a un salaire et qui vient ici pendant 3 semaines ou 2 mois ou qui repart après et qui s'il y a un gros truc, ben, il s'en fout. Mais moi, j'habite ici avec les gens et je comprends la précaution qu'ont les Haïtiens avant de pointer du doigt parce que ça prend des preuves vraiment solides puis tangibles pour qu'il y ait des conséquences crédibles et que après ça, sa propre vie soit pas en danger. Ben oui et il y a quand même un grave problème d'impunité dans le pays, donc même avec des preuves, je pense que c'est quand même dangereux.
Et en effet de dénoncer, ben, moi j'entends quand même qu'il y a quand même pas mal de journalistes, qui ont eu des soucis quand même, du fait de dénoncer. Après dénoncer, c'est quand même aussi, nécessaire. Donc alors, ben, c'est quelle Mais c'est trouver stratégie le alors? juste milieu. Mmh mh. Mmh. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver comment parler des gens, montrer la complexité des gens. La stratégie que j'ai prise, c'est de me concentrer pour donner la parole aux Haïtiens et travailler le côté de terrain un peu plus, un peu mieux et de laisser les gens parler à ma place. Euh, c'est pas, c'est difficile. Comme, je dis pas qu'il faut pas le faire, là, tu sais, mais comment attaquer quelqu'un directement de front dans une enquête ici, c'est extrême, ça peur des conséquences graves, comme on le disait. Ça s'est fait dernièrement Oui, à Ibo Post avec une organisation européenne. On fait des magnifiques reportages, par exemple, sur un sénateur haïtien de qui serait probablement corruption. impliqué dans l'assassinat d'un journaliste. Et en plus de corruption, peut-être il y a des grandes maisons qui valent des millions à l'étranger. Et c'est des super sujets, mais qui peuvent être faits, entre autres, avec l'appui d'organisations internationales ou d'organisations médiatiques internationales parce que ici en Haïti, si on n'a pas ces appuis-là, c'est très difficile juste de monter une enquête sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Ah oui, je vois, je vois. Donc en fait, pour vraiment amener un changement de narratif dans les médias occidentaux, ça demanderait en fait de leur part d'avoir vraiment, de mettre vraiment un budget parce que l'état du pays demande cela, c'est ça en fait? Si tu t'impliques pas dans un pays pour raconter des nouvelles histoires, pour avoir des nouveaux angles, si tu pas l'intérêt pour mettre l'argent, mais c'est un peu le fou la poule, tu sais, tu ne retrouveras pas ces Mmh. histoires-là non plus. Tu vas juste Mmh. couvrir ce que les agences te donnent et qui sont souvent basées soit en République dominicaine ou qu'ils ont un pigiste ici à Port-au-Prince qui essaie de les aider, mais c'est très difficile d'avoir un regard, comment je pourrais dire, qui puisse à la fois intéresser les gens en Haïti et à la fois intéresser les gens au Québec, au Canada ou en France, qui sont pourtant des publics francophones. Mmh. Euh, et comment tu peux trouver ce juste milieu, c'est difficile parce que il y a beaucoup de clichés qu'il faut connaître et sans l'appui aussi comme on le disait, de- d'une empire médiatique ou tu sais, des frais de production, tu sais, c'est extrêmement difficile comme indépendant de faire des enquêtes de longue haleine qui pourraient éventuellement avoir des enjeux de sécurité auxquels je n'ai pas nécessairement les moyens de faire face comme indépendant. Oui, Que ce soit des oui. avocats Mmh. juste des avocats à la base, mais après ça, que ce soit d'être forcé de quitter le pays à cause de menaces ou autre. Beh, bien sûr, mais en fait, comment la stratégie vraiment pour pouvoir modifier le narratif, enfin la teneur même du narratif, c'est-à-dire, ce narratif infantilisant, victimisant et cetera, hem est-ce que c'est vraiment une question de sécurité ou bien est-ce qu'il y aurait un autre angle pour, modifier en profondeur, en fait, la teneur même du narratif et avoir un narratif qui, soit en faveur de la souveraineté d'Haïti? Donc est-ce que c'est seulement une question de sécurité qui fait que ça ne se passe pas? Ou bien comment est-ce que Mais toi tu vois ça? si on veut s'impliquer, je pense que ça prend des. C'est que souvent avec Haïti, on pense vouloir comme faire un pas dans la bonne. On fait un pas, puis après ça, on se retire. On fait un projet ici, mais il faut appuyer les projets qui sont là, qui sont là déjà, et les projets haïtiens, les projets, donner la voix aux Haïtiens. Pour moi, c'est la meilleure manière de construire Haïti, c'est de donner cette voix-là aux professionnels des médias haïtiens, entre autres, et de comprendre le pays et d'exposer le pays d'une manière très humaine. Moi, c'est mon propre combat, mais c'est comment tu réussis à présenter ça, c'est une bonne question, mais il y a des manières de présenter les enjeux sur Haïti
qui sont pas seulement dans les nouvelles et dans les mauvaises nouvelles. Il y a des choses extraordinaires de l'entraide, de communautaire. Je prends l'exemple du canal de Wanamint, qui est un canal qui s'est fait dans le nord d'Haïti, qui est un canal communautaire, qui a eu des centaines de milliers de dollars de dons de la communauté haïtienne, qui s'est fait tout seul par les agriculteurs qui voulaient combattre, entre autres, les changements climatiques et tout, et qui a servi des dizaines d'agriculteurs, qui sert maintenant des dizaines d'agriculteurs, mais ça a mobilisé tout le pays pendant des mois, mais on en a très, très peu parlé à l'étranger. Comment c'est qu'on souvent, depuis l'étranger, on perçoit Haïti avec notre conception occidentale, puis moi le premier, euh, mais il faut souvent déconstruire ces perceptions-là pour voir comment c'est une avancée, comment c'est une beauté ou comment les gens sont aussi complexes, sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît et les Haïtiens en premier parce que Haïti, ça, on comprend pas, mais l'histoire, la culture haïtienne, c'est tellement riche par rapport aux autres cultures. Ils ont une unicité à cause de cette indépendance qui est presque aussi, qui est aussi riche que la française ou même la américaine, parce qu'ils ont cette longueur-là dans l'histoire qui leur permet d'avoir un 200 ans où toute cette culture créole, cette culture vaudou, malgré plein d'adversités, elle s'est construite dans une complexité immense et qui nous ramène souvent sur nos propres contradictions comme occidentaux quand on est présenté devant ces nouvelles manières de concevoir le monde. Et c'est ce qui a amené, par exemple, une exotisation au début, souvent, de la culture haïtienne par l'Occident, parce que c'est complètement différent. C'est vrai qu'il y a un peu d'Afrique, mais en même temps, c'est pas vraiment en Afrique, et c'est beaucoup plus que ça. Donc, comment y arriver? Trouver la langue créole, par exemple, qui est une langue magnifique, ça pose des réflexions immenses sur l'usage de la langue française, mais qu'on ne veut pas avoir parce que le créole, c'est une sous-langue dans la conception souvent occidentale des choses. Toute l'histoire haïtienne a tellement à nous apprendre en Occident sur notre propre histoire, mais aussi sur comment on peut voir la démocratie, l'indépendance culturelle, la force culturelle d'une autre manière et la liberté en général même d'une autre manière et comment nous, on a nos propres chaînes. Donc, tout ça, c'est fascinant et pour moi, c'est ce qui me fait rester ici encore et encore parce qu'il y a cette richesse culturelle immense et qui, d'après moi, est sous-représentée dans les médias internationaux. Oui, oui, bah, merci de comment de préciser tout ça parce que c'est vrai que, il y a toute cette vision-là qui est occultée, malheureusement en Occident et hem et c'est vrai que, ça permettrait, je pense, ça permettrait vraiment de d'amener une autre perception d'Haïti, un autre regard et peut-être, comme tu dis aussi, de si c'était les Haïtiens eux-mêmes qui faisaient vraiment, l'information de base qui serait diffusée dans les pays occidentaux, ça le regard serait différent. Mais justement par Mais rap oui, vas-y. bizarrement, ça commence à se faire un peu parce que Oui, les médias occidentaux, ils veulent plus envoyer de gens trop facilement parce que c'est compliqué, à cause qu'ils doivent les assurances pour leurs propres assurances, c'est cher et tout. Donc, ils commencent à prendre plus de piges un peu ici. Mais bon, la demande n'est pas énorme non plus. Donc, bon, tout ça, c'est la poule ou l'œuf un peu, mais bon. oui, d'accord. Je te laisse continuer. Ben c'est bien si ça commence, mais justement, moi, ma question, c'était, ben, comment les nouvelles générations de journalistes, peuvent-elles rechercher la vérité afin de contribuer, à la souveraineté d'Haïti dans ce contexte, ben, de violence et de persécution, des journalistes? Donc, de quoi est-ce que ces nouveaux journalistes vont avoir enfin, ont besoin pour avoir une information de qualité dans ce contexte? Et aussi, ben, comment est-ce qu'elles vont, pouvoir contribuer à la souveraineté d'Haïti? Une chose sur laquelle j'aimerais me concentrer dans les prochaines années, c'est un niveau personnel, mais c'est de trouver justement des passerelles pour les Haïtiens qui sont déjà expérimentés en mi-carrière dans le domaine et qui ont besoin de continuer d'évoluer malgré tout
et qui ont besoin de continuer d'avancer et qui souvent arrivent à un plateau et qui sont limités dans les contrats qu'ils reçoivent ou dans même les expériences qu'ils peuvent acquérir parce qu'ils sont à Port-au-Prince, qui est en soi extraordinaire pour leur travail, mais en même temps, ils n'ont pas de collègues qui ont voyagé partout dans le monde, ils n'ont pas de collègues qui leur montrent comment fonctionne le salle de rédaction à l'étranger, comment on y travaille et tout ça. Donc, j'essaie de voir si c'est pas possible de créer ces ponts-là pour encourager, si on veut, continuer de faire avancer les gens dans les médias ici qui ont déjà beaucoup d'expérience pour Haïti, mais qui ont le goût de continuer d'apprendre et de poursuivre leur carrière. Souvent, on pense aux jeunes qui commencent, on va offrir des caméras, on va. Puis ce qui est bien aussi, puis je veux pas, tu sais, je pense que c'est pas l'un contre l'autre, là. Des gens en début de carrière, on leur explique comment faire de la photo, comment écrire un article. Puis je pense que c'est très bien aussi, mais il y a un problème parce qu'ici, l'industrie du cinéma est en déroute en ce moment, elle était déjà pas très forte. L'industrie médiatique, qui était déjà plus forte, ça va très mal. Les gens ont de la misère à rester dans la carrière après 30 ans parce que si tu n'as pas le dévouement complet, les heures complètes que ça demande, c'est pas très payant pour travailler pour des médias haïtiens. Donc, à moins d'être une vedette ou de vraiment se développer un nom très connu. Donc, il y a beaucoup de jeunes, mais après ça, c'est difficile de les garder dans le métier. Donc, ça, moi, c'est une des manières que j'ai trouvé à moi de le faire. Parce qu'après ça, il y a sûrement d'autres solutions et puis d'autres bonnes réponses à cette question parce que c'est la question aussi qu'on se pose tous, comment on peut appuyer. Et puis ici, toute la communauté des journalistes plus expérimentés se pose aussi la question, comment on peut appuyer tout ça. C'est un peu triste parce qu'évidemment, comme l'économie est en dégringolade, les médias aussi ont moins de revenus. Donc, ça va très mal à ce niveau-là. Et donc, en soi, il y a une crise aussi au niveau de l'industrie médiatique à Port-au-Prince en général, qui accompagne finalement ce désir de couvrir Haïti pour l'étranger d'une autre manière. Donc, c'est aussi comment je pourrais dire, en backdrop, comme on dit en bon français, Mhm. de tout ça, en background de tout ça. Donc, développer ce canal-là avec l'étranger, c'est la grande question qu'on se pose. On essaie de développer à chaque fois des nouveaux trucs. Il y a, par exemple, pour vous faire un tableau, il y a quelques photographes qui correspondent pour des agences internationales, que ce soit EFE, l'agence espagnole, AFP, AP, Reuters. Donc ça, ce sont tous des Haïtiens. Il y a aussi un collaborateur de Reuters à l'écrit. De ce que je sais, comme permanent à Port-au-Prince, c'est à peu près tout qui travaille pour les médias étrangers. Euh, Sinon, ben, c'est à la pige. Il y a des gens qui prennent des contrats à gauche, à droite. Ça aussi, ça existe. Il y a des fixeurs aussi qui ont un peu de travail, mais veux pas, c'est pas une demande extraordinaire de couverture. Il n'y a pas une pléiade de journalistes qui débarquent en ce moment alors qu'on est au pire de la crise. Parce que c'est plus compliqué au niveau organisationnel. Les assurances, ils vont demander plus de contraintes, plus de sécurité, des agents de sécurité, des véhicules blindés. Bon, moi, j'utilise pas ça quand je travaille ici à Port-au-Prince, mais depuis l'étranger, on a l'impression que ça prend ça pour faire le travail. Donc, on impose ces structures-là. C'est aussi comme ça que le système occidental impose, si on veut, cet embargo médiatique sur Haïti, c'est que c'est devenu tellement compliqué puis cher de couvrir le pays que les entreprises médiatiques ils pensent à deux fois à l'étranger avant de s'investir, d'envoyer leurs équipes ici. Imaginez, ça prend deux véhicules blindés, ça prend des gardes de sécurité qui te suivent partout, ça prend un hôtel sécurisé. Tu sais, un véhicule blindé, c'est à peu près 1000 US par jour, un garde de sécurité aussi. Tu sais, c'est des frais énormes qui, si vous voulez faire une semaine, ça devient un reportage qui a coûté des dizaines de milliers de dollars, alors que normalement, ça va coûter moins de 10 000. Donc, c'est ça aussi qui vient en jeu. Les gens ont peur d'Haïti. Ces assurances-là sont augmentées. C'est toute cette idée que c'est dangereux. On revient à, toute à cette idée-là. Puis, en même temps, c'est difficile parce que je ne veux pas nier qu'il y a du danger. Je ne veux pas nier qu'il faut pas, tu sais, qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire dans le pays. Il y a des endroits où on veut aller, où on ne veut pas aller.
Puis je recommande pas à tout le monde de venir en vacances en Haïti, mais c'est notre travail comme journaliste de couvrir ces zones-là. Même sans aller au front, j'arrive à couvrir le pays depuis des années. C'est-à-dire que oui, je vais des fois plus près de certaines lignes de front, c'est très rare, mais je couvre quand même le pays. Il y a plein de choses à couvrir et tu n'es pas obligé d'aller au milieu des combats pour couvrir un peu les conséquences de la guerre. Donc, en ce moment, il y a ce blocage économique, c'est pour ça que j'y reviens, qui est vraiment majeur parce qu'à chaque fois, moi, par exemple, il y a une station de télévision, je n'aimerais pas, mais pour lesquelles les assurances, les gens de responsable de la sécurité ont interdit de me commander des reportages parce qu'ils ont peur de mettre ma propre sécurité en danger comme pigiste. Je les comprends, ils ont une responsabilité, mais en même temps, moi, ça me pose devant un problème où je ne peux pas parler de la réalité des Haïtiens, je ne peux pas parler justement de cette multitude de choses qui se passent en Haïti et même d'angles qu'on pourrait avoir sur Haïti parce que je suis carrément bloqué. On me demande même, je ne peux même plus rien avoir, je ne peux plus avoir de contrat. Il faut que je filme les images puis après je les vende. Donc, c'est plein de barrières qui fait que cette idée que ce pays est dangereux, que c'est des malfrats, qu'il n'y a aucun contrôle, cette idée de chaos, là, les mots qui sont souvent employés pour parler d'Haïti, chaos, gang. On aime beaucoup le mot gang, par exemple, parce que si on regarde le nombre de fois qu'il est répété, on le répète énormément dans les médias occidentaux. C'est un mot qu'on aime beaucoup. Bien qu'on l'utilise aussi en Haïti, en créole, c'est une connotation, en tout cas en Amérique du Nord, qui est vraiment plus large que celle qu'il y a en Haïti. Donc, il y a tout ce vocabulaire qui est employé et qui montre souvent aussi ce- ce manque d'information qui montrerait cette complexité de la situation en ce moment dans le pays. Bah, oui et une question là, récemment, ben, certains groupes armés ont été étiquetés de terroristes par l'administration américaine. Est-ce que ça va avoir des conséquences, justement, sur l'information? Donc de pouvoir dire, ben, c'est pas juste des gangs, comme, à New York ou quoi, qui ont cerclé un quartier, mais là, ce sont des terroristes qui ont pris toute la population en otage. Donc, est-ce que le fait maintenant qu'il y a une étiquette qui dit: «Ce sont des terroristes», est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à l'information? Ah, ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas certain à court terme. Il faudra analyser à long terme si ça a un impact réel. Mais déjà, ça a une connotation assez négative en Amérique du Nord, le mot gang. Le terroriste va peut-être ajouter quelque chose là-dessus, probablement, mais en même temps, tous ces mots-là me semblent un peu galvaudés, alors que la réalité, c'est qu'il y a un manque d'intérêt plus global par rapport à ce qui se passe. Oui. Et donc, c'est à la fois systémique et c'est à la fois éditorial, je dirais. Donc, oui, ça va peut-être changer quelque chose. Peut-être que ça va forcer des institutions haïtiennes à prendre des mesures. C'est un peu comme toutes les sanctions en général. C'est symboliquement important. Il y a quand même quelque chose de fort dans tout ça. Mais maintenant, est-ce qu'à long terme, ça va vraiment changer la donne? Ça reste à voir. Est-ce qu'on va vraiment appuyer la justice haïtienne pour monter des dossiers judiciaires, pour déposer des plaintes, pour qu'il y ait des vrais dossiers qui soient montés, qui soient légaux? Mmh. Souvent, on se lave les mains en disant non, mais la diplomatie, ça marche pas comme ça. Oui, mais la diplomatie à l'occidental, je comprends, mais il faut aussi comprendre ce qui se passe ici. Tu sais. Donc, comment on peut appuyer la justice haïtienne pour qu'elle puisse se reconstruire? On oublie souvent de parler de la justice, mais c'est un des deux piliers qui, tu sais, il y a pilier de la violence, mais à cause du fait que la justice est tellement faible, ça a permis aussi à ce pilier de la violence-là d'augmenter. Et si on ne l'appuie pas, et si les sanctions qui sont juste symboliques sont là, mais ça va pas, ça peut changer, mais ça ne va pas appuyer vers un changement qui est un peu meilleur. Donc, une manière qu'on peut appuyer de l'étranger, je pense, le pays, c'est à travers de monter des vrais dossiers de justice, des vrais dossiers légaux avec des preuves pour étayer nos dires. Et là, on pourra vraiment parler de quelque chose qui a appuyé la justice haïtienne, qui a appuyé la justice internationale pour arrêter les criminels, quels qu'ils soient. Oui. Bah, oui, 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 tout à fait, donc et à ton avis,
qu'est-ce qui s enfin, de quoi est-ce que les journalistes auraient besoin justement pour concevoir cette information, pour pouvoir, justement, voilà, parce que là, le pays est tel qu'il est, donc la situation, c'est que le système judiciaire ne fonctionne pas, les enfin le système politique et cetera, donc comment est-ce que les journalistes pourraient concevoir et oui, concevoir, cette information alors? Ben, c'est trouver le juste milieu pour pas tomber dans les amalgames, pas parler du Mmh. pays quand on parle de violence alors qu'on parle de Port-au-Prince, pas parler pas faire pas sortir les expressions un peu clichés qu'on aime employer sur des pays troubles, comme je disais tout à l'heure, tu sais, le chaos, le pays le plus pauvre c'est comme si on tournait dans les facilités pour un peu, juste par manque d'effort finalement, ou certains diront par manque de moyens parce qu'évidemment les journalistes, dans les agences, tout ça, sont pressurisés sont pressés de produire beaucoup de nouvelles et d'être constamment en train d'écrire, mais c'est tous ces systèmes-là, des fois, qui manquent un peu d'humanité et c'est de comprendre aussi une certaine et d'avoir, comment je pourrais dire, une certaine humilité, par rapport à un pays comme Haïti. Souvent, on on arrive, un étranger va arriver en Haïti avec et puis peut-être moi le premier, hein, avec cette idée qu'on peut ou qu'on réfléchit à comment changer le pays, à comment apporter son tu sais, comment on peut concevoir ou expliquer ou trouver, tu sais, amener son expertise dans quelque chose. Je pense que ça doit demeurer un moteur, et on doit garder j'ai une expertise dans les médias, dans le journalisme que j'espère pouvoir partager avec des plus jeunes et autres, mais aussi il faut garder une certaine humilité sur des choses des fois qu'on ne comprend pas, sur des étrangers qui arrivent en Haïti en disant: «Ah oui, j'ai compris ce problème-là, on va le régler». Ah, j'ai tu sais ou souvent j'explique aux caméramans: «Arrêtez de filmer les tas d'ordures au coin des rues». Parce que je le sais que le monteur va les mettre dans son reportage, puis après ça, ils vont pas mettre d'explication, ils vont juste le mettre dans le milieu du reportage pour dire que c'est le chaos en Haïti, alors que c'est des tas d'ordures qui rassemblent tous les ordures du quartier au même endroit pour qu'ils puissent être récupérés parce que le système d'ordures municipal est complètement défaillant. Donc, c'est des gens qui se sont mobilisés localement pour faire un tas d'ordures au coin d'une rue pour pas que ça soit que ce soit des ordures dans tout le quartier. Ils ont tout nettoyé le quartier pour amener ça là. Donc, il y a si on comprend pas la culture haïtienne, si on montre, par exemple, des images on parle de violence en Haïti, puis on montre des images de manifestations où on a mis le feu à des caoutchoucs, à des pneus, au milieu de la rue, beh, souvent ça encourage cette idée ça encourage des clichés. Il y a c'est pas des images de violence, c'est une manifestation. Ici, c'est presque devenu accepté, bon, bien que la police dirait le contraire, mais c'est-à-dire que quand il y a une grosse manifestation, souvent on va faire des barricades et on va même allumer un feu au milieu de la rue. C'est interdit, j'entends, mais ça fait des images hyper chocs. Et là, après ça, on met ça sur un texte à la télévision, par exemple, où on dit le chaos et la violence s'emparent d'Haïti. Mais c'est des manifestants qui demandent la fin du chaos. Fait que là, tu es comme, donc, il y a souvent cette dichotomie entre le texte à la télévision, là, entre le texte qu'on met sur des images d'agence et la réalité. La photo de la personne devant le pneu en feu qui tient les bras en l'air, c'est quand même très fréquent. Et souvent, on y associe une image de violence et de gang, par exemple, entre guillemets, plutôt que une image de quelqu'un qui est écœuré par la situation et qui veut le manifester et puis dire qui est contre le gouvernement et qui veut le dire. Bon, après ça, on peut s'entendre si, comme je disais, faire un feu, c'est illégal et je veux pas tu sais, je veux pas te dire que ça devrait être fait comme ça, mais ici, ça se fait beaucoup plus, mais ça sert le narratif à l'international de cette violence-là aussi en Haïti. Donc, tout ça est interrelié. Donc, comment on utilise cette humilité, elle doit être là aussi quand on veut faire sensation, dans un petit montage avec des images d'agence à la télévision.
en Occident, mais on va prendre ces images-là. Le monteur, il va prendre ces images-là en premier parce que, waouh, du feu dans une image, on parle de violence, c'est parfait. Mais c'est pas ça qui est ça, comme on dirait en bon québécois. Donc, Ben oui, oui, euh, oui. c'est Oui, plein tout de à manières dont on voit Haïti et qu'on distorsionne la réalité haïtienne euh, pour encourager cette image de violence-là. Donc, depuis 20 ans, on a ces images de violence, entre guillemets, de manifestants, en fait, qui sont devant des pneus enflammés pour demander la fin pour de la démission du gouvernement. C'est une manière tu sais, de s'époumoner pour beaucoup de manifestants, pour dire c'est la fin, on est vraiment découragé, on allume un feu au milieu de la rue. Euh, est-ce que moralement, je ne suis pas là en train de dire que c'est bien, on s'entend, là, je veux juste dire, expliquer un peu culturellement la chose. Donc, mais justement, ça sert le narratif depuis 20 ans et qui maintenant est encouragé par cette fatigue haïtienne dans les médias parce qu'on me dit, ah oui, ben c'est toujours violent. Non, mais c'était pas violent avant quand vous montriez ces images-là. Aujourd'hui, là, oui, c'est violent. Là, c'est violent. On parle de mort. Là, on parle de gens qui souffrent vraiment de manière extraordinaire, qui on n'a jamais vu, des gens qui meurent de faim alors que c'est un pays qui est tropical, qui a plein de fruits, qui a plein de... C'est vraiment à cause de la situation sécuritaire et politique que les gens meurent de faim. Donc, il y a vraiment un problème, mais les gens sont fatigués d'entendre parler d'Haïti parce qu'ils se disent, ah oui, c'est encore violent, parce que depuis 20 ans, on leur montre des images de manifestants qui brûlent de caoutchouc, qui brûlent des pneus. Mais c'est pas ça, c'était pas violent, mais c'est un peu violent, on s'entend. Je veux pas dire. Bon, en tout cas, vous voyez la nuance de violence, tout ça, elle vient jouer un peu sur la perception. Et là, aujourd'hui, on a cette fatigue haïtienne où tout le monde est un peu tanné ou fatigué d'entendre parler de violence en Haïti, alors que c'est tout nouveau, c'est récent. Il y a toujours eu des problèmes de groupes criminels dans certains quartiers. Puis je ne veux pas nier qu'il y a aussi tu sais, des problèmes de corruption qui ont toujours existé, mais comme dans tout pays. Donc, c'est parce qu'on ne s'est pas occupé de ces problèmes-là avant que tout ça dégringole aujourd'hui, mais c'était pas un pays violent avant, avec un problème grave de violence avant tout récemment. Mmh mh. Mmh. Ben oui, 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 tout à fait et comme tu dis, c'est le fait que ce sont les mêmes images qui sont reprises depuis, une vingtaine d'années avec une réalité et un contexte différent, mais toujours avec, les mêmes genres de slogans, les mêmes genres de clichés et c'est ça, en fait, qui a créé le narratif, en fait, si je comprends bien. Exactement. Voilà. Et puis aujourd'hui, ben, on arrive vers la fatigue haïtienne sur le problème de violence en Haïti, alors que pendant 20 ans, on traitait le problème des groupes criminels ou des gangs de manière très sensationnelle. Waouh, c'est Haïti, il y a un problème de gang, il y a un problème, tu sais, alors que c'était concentré dans certains quartiers. Oui, il fallait en parler. Et je voulais pas, tu sais, je veux pas, il faut pas nier les réalités pour autant, mais souvent on avait tendance à généraliser à tout le pays, alors qu'il y a très peu de policiers dans le pays pour le nombre de population. Par per capita, c'est vraiment infime si on compare à la France, aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est fou comment ce narratif a fini par influencer aujourd'hui cette fatigue-là. Et dans les années 2010, je me souviens, j'avais des invités qui venaient de Montréal et on prenait ensemble le bus collectif. On allait dans le sud. J'ai même des amis qui sont partis tout seuls. Ils ont fait tout le pays. Ils ne parlaient pas un mot de créole au milieu des années 2010. Sans problème, ils parlaient français. Ils se sont débrouillés. Ils ont parlé à tout le monde. Ils ont pris des bus collectifs partout, tu sais, des bus populaires. Partout sans problème, ils ne se sont pas fait voler, ils n'ont eu aucun problème de quoi que ce soit. Donc, c'était possible à l'époque, il y a quelques années encore, et là, c'est nouveau que ce n'est plus possible. Là, c'est nouveau que c'est vraiment la capitale au complet qui est bloquée. Et puis là, parce qu'on a eu ce narratif qui s'est perpétué, aujourd'hui, on ne veut plus en entendre parler, puis on a l'impression qu'on répète quelque chose, mais alors qu'à l'époque, c'était plutôt le canard dans la mine qui annonçait le problème qui s'en venait. Ben oui, 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 c'est ça en fait, hein. Mais alors, voilà, avec, cette situation et ce contexte, comment est-ce que, ben, des amis d'Haïti ou des futurs amis d'Haïti pourraient s'informer et trouver, de l'information, réaliste, je dirais, peut-être nuancée et réaliste, hein? Voilà, donc comment est-ce que,
Comment est-ce que les personnes, les auditeurs, les personnes qui seraient désireuses d'avoir un narratif, réaliste sur Haïti pourraient trouver cette information? Mais premièrement, en suivant des comptes comme Couleur d'Haïti, évidemment, pour montrer un peu ce qui se fait et les réflexions qui se font sur Haïti. Ils peuvent aussi nous suivre, mon collectif, notre collectif DMON Info sur les réseaux sociaux et s'abonner à notre infolettre qui s'appelle Haïti Magazine, qu'on peut trouver sur haitimagazine.ca. Où justement on essaie de montrer cette diversité-là sans ignorer la réalité de tous les jours. Il y a on peut aussi suivre les médias haïtiens, mais évidemment, c'est un peu plus compliqué au jour le jour si on n'a pas le contexte Mmh. préalable quand on suit les nouvelles au jour le jour. Mais c'est trouver aussi des médias haïtiens qui peuvent peut-être vous intéresser. Et s'intéresser, je dirais, plus largement à la culture, à la musique. Si vous saviez ce qu'il y a à dire sur la musique haïtienne, sur les rythmes de tambour, sur les traditions musicales qui sont polyphoniques, qui sont beaucoup plus complexes que la musique classique à certains égards. Et pourtant, la musique classique est souvent considérée comme une musique un peu ultime, mais il y a plein d'aspects qu'on connaît peu du pays, auxquels il faut s'intéresser. Je pense si on veut comprendre un peu mieux toute la richesse qu'Haïti peut apporter à la civilisation au grand complet. Ben oui, donc voilà, donc pour avoir, une vision réaliste d'Haïti, je pense aussi que c'est nécessaire d'avoir un large éventail d'informations, au niveau autant de la culture, mais voilà, de s'intéresser un peu plus en profondeur, comme tu dis, bah, que ce soit la musique, que ce soit, les systèmes communautaires aussi, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Il y a des systèmes communautaires très forts, qui arrivent encore à subsister malgré, la déstabilisation du pays. Donc en effet, Mais mais bon. c'est toujours beaucoup plus complexe que ce que les agences peuvent rapporter. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a souvent il y a une formatage ou même les reportages de certains médias étrangers ici, heu, il y a un formatage souvent et des fois on simplifie à outrance, ce qui fait qu'on ça déshumanise certains enjeux sous certains aspects. Heu pour m faut garder en tête que, c'est un regard souvent de l'Occident que l'Occident pose sur Haïti, qu'on lit dans les médias et dans les nouvelles, plutôt que, vraiment toute la complexité qu'il y a derrière certains enjeux. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait et pour trouver cette complexité, peut-être aussi il faut diversifier un peu les sources Oui, d'information. très certainement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Étienne, pour cette interview vraiment intéressante qui, je pense, est vraiment importante parce que le narratif sur Haïti, ben, je pense, a vraiment un impact, comme tu disais, d'infantilisation, de victimisation et ça n'aide pas du tout la situation à évoluer, ça n'aide pas le peuple haïtien à reprendre sa souveraineté. Je te laisse, le dernier mot pour conclure, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'apport culturel et social d'Haïti à l'humanité, dans l'histoire moderne, que ce soit à travers l'indépendance, mais aussi tout ce qui a suivi depuis et toutes ces traditions et cette manière de voir qui est, profondément critique. Avant même les réflexions des grands auteurs de Paris, il y a cet esprit critique haïtien qui est, ma foi, très développé, cet esprit, il y a des philosophies en Haïti qui sont extrêmement complexes et c'est ça qui souvent n'est pas représenté, dans l'appareil même plus large que les médias, mais que toutes les quand on rapporte l'histoire d'Haïti et qu'on rapporte, le contexte haïtien. Ben oui, 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 tout à fait et c'est vrai qu'en Haïti, en fait, il y a vraiment des sommités, que ce soit au niveau littéraire, au niveau scientifique, à tous les niveaux, il y a vraiment des sommités depuis très, très longtemps. Heu, Haïti, enfin, les intellectuels haïtiens ont vraiment eu une influence, mondiale, hein, je pense, Oui, vraiment. beh, puis on peut penser aux auteurs, de toutes les Caraïbes sur la négritude, auxquels les Haïtiens aussi ont participé. Il y a eu des grands mouvements littéraires, qui ont réfléchi sur ces questions-là au début du 20e siècle, à la milieu du 20e siècle et qui, peuvent apporter aussi sur les réflexions d'aujourd'hui, alors qu'on regarde, le monde d'un nouvel œil finalement avec en tout cas en Occident,
avec un œil moins, un peu moins colonial, disons ça comme ça. Oui, et peut-être que ce regard moins colonial, en fait, donnerait peut-être des indications sur, une vision, une perception de la démocratie que les Haïtiens ont développée au fur et à mesure du temps. Oui, forcément, forcément. Eh ben, en tout cas, un grand merci Étienne. Donc c'était Étienne Côté-Paluc, qui a fait cette merveilleuse, interview pour nous. Donc voilà, sur, le l'ingérence politique dans les médias, sur le narratif, sur, comment diversifier un peu la vision ici, par rapport à ce qui se passe. Donc un grand merci Étienne, un grand merci. Merci à toi, à bientôt. À très bientôt, merci.